Je me tenais dans un coin du salon de mes parents, tenant un verre de cidre pétillant qui était devenu tiède dans ma main. La fête annuelle de la famille Lin battait son plein, 70 parents entassés dans une maison conçue pour 20, l'odeur du canard rôti et du gingembre se mêlant au parfum coûteux et au jugement. « Émilie, chérie, viens ici. » La voix de maman traversa le bruit. Elle se tenait près du piano à queue avec tante Sophie, oncle Pierre et un groupe de cousins que je reconnaissais à peine. Son sourire était brillant et tranchant comme un scalpel. « Raconte à tout le monde ton nouveau travail. » Je redoutais ce moment depuis que j'avais franchi la porte 3 heures plus tôt. « Je travaille à l'hôpital Saint-Antoine, dis-je simplement, en gardant une voix neutre. »« Elle est modeste, » rit maman. C'était ce rire particulier qui signifiait qu'elle était sur le point de dire quelque chose de blessant déguisé en affection. Elle répond juste au téléphone à l'hôpital, gagne à peine le salaire minimum, mais nous sommes fiers qu'elle soit enfin employée après toute cette scolarité. La façon dont elle a dit scolarité donnait l'impression que j'avais perdu une décennie à faire de la peinture au doigt. Tante Sophie me tapota le bras avec une sympathie condescendante. Au moins, c'est un travail honnête, ma chère. Tout le monde ne peut pas réussir comme ton frère. Mon frère Thomas choisit ce moment pour s'approcher avec arrogance, tout juste sorti de la conclusion d'une transaction immobilière qu'il avait déjà mentionnée 12 fois ce soir-là. À 32 ans, il était l'enfant chéri de la famille, prospère, charmant, marié à une avocate et absolument insupportable. Et, il me tapa sur l'épaule assez fort pour me faire grimacer. Toujours en train de prendre des rendez-vous à l'école d'accueil de l'hôpital. Quelqu'un doit bien faire le sale boulot, n'est-ce pas? Je ne travaille pas vraiment à l'accueil, commençai-je, mais maman parlait déjà par-dessus moi. Nous disons aux gens qu'elle travaille dans la santé, confia maman à tante Sophie dans un chuchotement de théâtre que tout le monde pouvait entendre. Cela sonne mieux que réceptionniste. Quoique honnêtement, après avoir dépensé tout cet argent pour ses études, nous pensions qu'elle arriverait à mieux. J'avais entendu des variantes de ce discours depuis 6 ans. Depuis que j'avais arrêté d'expliquer ce que je faisais réellement, il était plus facile de les laisser croire ce qu'ils voulaient que de les voir rejeter la vérité. Vous vous souvenez quand elle disait qu'elle voulait être chirurgien du cerveau, intervint oncle Pierre en faisant tourner son whisky. Nous trouvions tous cela adorable. Les enfants ont des rêves si fous, soupira tante Sophie. C'est dur quand ils doivent affronter la réalité. Ma cousine Julie, de 3 ans ma cadette et récemment promue directrice adjointe dans une boutique, me lança un regard apitoyé. Cela doit être dur, Émilie. Voir tout le monde réussir pendant que tu es coincée à répondre au téléphone. Mais, au moins tu as un travail, pas vrai? Je pris une gorgée de cidre tiède et ne dis rien. C'était la dynamique de la famille Lin avec laquelle j'avais grandi. Maman et papa avaient immigré du Vietnam avec rien, bâti une entreprise d'importation prospère grâce à un travail brutal et des sacrifices, et s'attendaient à ce que leurs enfants soient docteurs, avocats ou cadres. Thomas avait obéi en devenant un magnate de l'immobilier. Je les avais déçus, ou du moins le pensait-il. Combien gagnent les réceptionnistes d'hôpital de toute façon, demanda mon cousin Marc, véritablement curieux. Il était ingénieur logiciel dans une start-up. Genre, 28 000 par an. Si elle a de la chance, dit Thomas en riant. La plupart de ces postes sont au salaire minimum. Pas d'avantages sociaux, pas d'avancement, des trucs sans avenir. Nous avons proposé de lui obtenir un poste dans notre entreprise, intervint papa, rejoignant le cercle avec son air habituel de désapprobation. Travail de bureau, meilleur salaire, mais elle a insisté pour ce truc à l'hôpital. J'aime les soins de santé, dis-je doucement. Répondre au téléphone, ce n'est pas des soins de santé, chérie, corrigea maman. C'est du travail administratif. Il y a une différence. Le téléavertisseur dans mon sac à main vibra. Je l'ignorais. C'était probablement juste une autre consultation de routine qu'un de mes résidents pouvait gérer. Le pire, continua maman, s'échauffant sur son sujet favori, c'est que nous avons payé pour toute cette éducation sophistiquée. 7 ans d'université. Et pourquoi? Pour qu'elle puisse planifier des rendez-vous. 8 ans, corrigeai-je automatiquement. Et une formation spécialisée. Maman agita la main d'un air dédaigneux. Peu importe ce que c'était coûteux et apparemment inutile. Peut-être qu'elle n'était pas assez intelligente pour le vrai travail médical, suggéra Julie, essayant de paraître sympathique mais échouant. Tout le monde n'a pas les aptitudes. Au moins,
Elle a trouvé quelque chose qu'elle peut gérer. Mon téléavertisseur vibra à nouveau, plus insistant cette fois. Je veux dire, on t'aime, dit Thomas de cette façon qui signifiait que le contraire allait suivre. Mais tu dois admettre, travailler à un bureau à 31 ans, c'est un peu embarrassant. La plupart des gens ont des carrières à cet âge. Elle a toujours été la pragmatique, dit tante Sophie. Pas brillante comme Thomas, mais stable. C'est important aussi. Le téléavertisseur ne s'arrêtait pas de vibrer. Je le sortis discrètement et jetai un coup d'œil à l'écran. Code rouge. Traumatisme présidentiel. Chef de la neurochirurgie requis immédiatement. Rupture d'anévrisme cérébral. Aucun autre chirurgien qualifié. Mon sang se glaça. Code rouge était réservé aux urgences médicales de niveau sécurité nationale. Présidentiel signifiait exactement ce que cela laissait entendre. Et rupture d'anévrisme cérébral signifiait que quelqu'un de très important était en train de mourir, et j'avais environ 20 minutes pour arriver à l'hôpital avant que les dommages cérébraux ne deviennent irréversibles. Émilie, est-ce que tu écoutes au moins? La voix de maman était tranchante d'irritation. Nous parlons de ton avenir. Le moins que tu puisses faire est de prêter attention. Je dois passer un appel, dis-je, sortant déjà mon téléphone. Tu vois, c'est exactement ce que nous voulons dire, dit Thomas au groupe. Pas de concentration, pas d'ambition, juste se laisser porter par la vie en prenant des appels téléphoniques. Je m'éloignai du cercle et composai la ligne directe du bloc opératoire. L'un, dis-je au moment où quelqu'un décrocha. Mise à jour de la situation. Maintenant. Chef, la voix était celle du docteur Faure, l'un de mes résidents seniors. Il avait l'air terrifié. Nous avons le secrétaire général de l'Élysée en arrivée imminente avec une rupture d'anévrisme cérébral. C'est arrivé au dîner d'État au Quai d'Orsay. Le GSPR l'amène maintenant. Temps estimé d'arriver 7 minutes. Le docteur Lemaire a essayé de se préparer, mais il n'est pas autorisé pour ce niveau 2. Je suis à 20 minutes, l'interrompis-je, mon esprit parcourant déjà la procédure. Rupture d'anévrisme cérébral, patient très médiatisé, pression politique massive. C'était une chirurgie que seules 3 personnes dans le pays étaient qualifiées pour effectuer, et j'étais la seule dans cette ville. Préparez la salle d'opération numéro 1. Mettez la neurologie en attente. Je veux un scanner complet à la seconde où il arrive. Ayez l'anesthésie prête pour une intubation immédiate. Et faites venir le docteur Dupuis, elle est autorisée pour les procédures de niveau présidentiel. Oui, chef. Le GSPR demande spécifiquement après vous. Dites-leur que je suis en route. Et fort, personne ne le touche jusqu'à ce que j'arrive. Personne. Je mis fin à l'appel et me retournai vers ma famille. Ils me fixaient tous avec divers degrés de confusion. C'était quoi ça? Demanda maman avec suspicion. Je dois aller à l'hôpital, dis-je, calculant déjà le temps de trajet. 15 minutes si la circulation était dégagée. 17 si je prenais les feux rouges. Trop long dans les deux cas. Tu vois, c'est ce que je veux dire, dit maman à tante Sophie. Il l'appelle pour des heures supplémentaires la veille de Noël parce qu'elle est juste une réceptionniste. Il ne respecte pas son temps. C'est terrible, convint Julie. Tu devrais te défendre, Émilie. Quelqu'un s'est probablement porté pâle et ils ont besoin d'elle pour couvrir les téléphones, suggéra Thomas. Truc typique de débutant. Mon téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait directeur exécutif de l'hôpital Saint-Antoine. Je décrochai. Docteur Lin. Émilie, Dieu merci. La voix du directeur Legrand était tendue par le stress. Je sais que vous êtes à un événement familial, mais nous avons une situation. Je suis sûr que votre équipe vous a briefé. Rupture d'anévrisme cérébral. Secrétaire général, urgence de niveau présidentiel, débitez-je. Je pars maintenant. Faites préparer mon équipe exactement comme je l'ai ordonné. J'aurai besoin que les protocoles de sécurité soient activés et que le bloc opératoire soit complètement sécurisé. Le GSPR est déjà là. Il demande une vérification des informations d'identification. C'est déjà fait. Nous appelons cela une admission de routine pour une personne très importante. Bien. Je serai là dans 14 minutes. Je raccrochai et regardai ma famille. Ils étaient tous figés,
me fixant comme si j'avais commencé à parler martien. Émilie, dit maman lentement. À qui parlais-tu à l'instant? Je dois vraiment y aller, dis-je en attrapant mon manteau. Il y a une urgence à l'hôpital. Quel genre d'urgence? Exigea papa. Qu'est-ce qu'une réceptionniste pourrait bien? Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je reconnus comme venant du palais de l'Élysée. Je répondis. Docteur Lin à l'appareil. Chef Lin, ici le commandant Lefebvre du GSPR. La voix était brève et professionnelle. Nous avons une situation de code rouge avec un fonctionnaire de niveau ministériel. Nous avons besoin de la confirmation que vous êtes en route et que vous effectuerez la procédure. Confirmé. Je quitte mon emplacement actuel maintenant. Le temps estimé d'arriver à l'hôpital Saint-Antoine est de 13 minutes. Le patient ne doit pas être déplacé avant mon arrivée, et je veux un balayage de sécurité complet de la salle d'opération numéro 1 terminé avant que je me prépare. Bien reçu, chef. Nous aurons une escorte qui attendra à l'entrée de l'hôpital. Votre habilitation de sécurité a été vérifiée. Merci, commandant Lefebvre. Je mis fin à l'appel et trouvai toute ma famille me fixant dans un silence complet. Même la bouche de Thomas était légèrement ouverte. Émilie, dit tante Sophie avec précaution. Pourquoi cette personne t'a-t-elle appelé chef? Je dois y aller, répétai-je en enfilant mon manteau. La vie de quelqu'un en dépend. Attends. La voix de maman avait perdu son côté condescendant. Que fais-tu réellement à cet hôpital? Je marquai une pause à la porte, considérant ma réponse. Pendant 6 ans, je les avais laissés croire ce qu'ils voulaient. J'avais arrêté de les corriger quand ils m'appelaient réceptionniste. J'avais arrêté d'expliquer mes recherches, mes chirurgies, mon poste. Cela avait semblé plus facile que de les voir rejeter tout ce que j'avais accompli. Mais là tout de suite, quelqu'un était en train de mourir, et je n'avais pas le temps pour cette conversation. Exactement ce que vous pensez, dis-je. Je travaille à l'hôpital. Mais cette personne t'a appelé chef, dit Julie, confuse. Chef de quoi? Mon téléavertisseur sonna à nouveau. Arrivée du patient. 2 minutes. Le scanner montre une hémorragie massive. État critique. Je dois vraiment y aller, dis-je et je sortis par la porte. Derrière moi, j'entendis Thomas dire, c'était bizarre, non? Pourquoi le GSPR appellerait-il une réceptionniste? Je courais déjà vers ma voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital Saint-Antoine prit 11 minutes. J'enfreignis plusieurs codes de la route pour y arriver, mais le GSPR avait dégagé l'itinéraire et j'avais une autorisation d'urgence. Mon téléphone sonna 3 fois de plus pendant le trajet, le docteur Dupuis confirmant qu'elle s'était lavé les mains et était prête, le directeur Legrand me mettant à jour sur l'état détérioré du patient, et mon administrateur de département demandant si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je me garai dans la zone de stationnement exécutif où un agent du GSPR attendait. Il vérifia mon identité, contrôla mes informations d'identification sur une tablette et m'escorta par une entrée latérale qui contournait entièrement l'hôpital principal. L'ascenseur sécurisé nous emmena directement à l'étage chirurgical. Le patient est dans un état critique, docteur Lin, dit le commandant Lefebvre alors que nous marchions rapidement dans les couloirs. Nous comprenons que vous êtes le seul chirurgien de la région avec l'habilitation et l'expertise pour effectuer cette procédure. J'en suis consciente, dis-je, mon esprit étant déjà en mode chirurgie. Tout le reste, ma famille, leurs commentaires, leurs suppositions s'étaient évanouis au moment où j'étais monté dans la voiture. En ce moment, il n'y avait que la procédure, le patient et l'horloge qui tournaient. Nous atteignîmes la zone de préparation chirurgicale. Le docteur Dupuis était déjà là, en blouse et ganté. Chef, dit-elle, le soulagement inondant son visage. Le patient est au scanner maintenant. Le scanner montre une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure avec une hémorragie sous-arachnoïdienne significative. La pression artérielle chute. Nous l'avons intubé et sous sédatif, mais il est instable. Temps depuis la rupture? Environ 37 minutes. Je jurai silencieusement. Cela poussait la limite de la fenêtre d'intervention. Chaque minute qui passait signifiait plus de dommages cérébraux, plus de risques d'accident vasculaire cérébral catastrophique. Préparez-le pour une craniotomie immédiate, ordonnai-je en me lavant les mains. Je veux du propofol pour le maintien de l'anesthésie et mettez en place la surveillance neurophysiologique.
S'il y a le moindre changement dans l'activité cérébrale pendant la procédure, je dois le savoir immédiatement. Oui, chef. L'infirmière instrumentiste m'aida à enfiler ma blouse chirurgicale pendant que je continuais à débiter des instructions. C'était la partie que j'aimais, la clarté absolue de la médecine d'urgence. Pas d'ambiguïté, pas de politique, juste la compétence, la connaissance et le rythme régulier de la précision chirurgicale. Les images du scanner sont affichées, appela le docteur Ford depuis le poste de surveillance. J'étudiais les images tout en finissant ma préparation. L'anévrisme s'était rompu de manière catastrophique, saignant dans l'espace sous-arachnoïdien. Le sang exerçait une pression sur des structures cérébrales critiques. Si je ne soulageais pas cette pression et ne clippais pas l'anévrisme dans l'heure suivante, le patient souffrirait de dommages cérébraux irréversibles ou mourrait. La salle d'opération numéro 1 est prête, annonça le coordinateur chirurgical. On y va. J'entrai dans la salle d'opération où mon équipe était assemblée, le docteur Dupuis comme mon assistante principale, le docteur Ford surveillant la neurologie, 2 infirmières instrumentistes. Un anesthésiste et un perfusionniste prêts à intervenir au cas où nous aurions besoin de passer en circulation extracorporelle. Autour du périmètre, des agents du GSPR se tenaient à des postes discrets, observant tout. Le patient était déjà positionné, la tête immobilisée dans le dispositif de fixation crânienne. Les moniteurs bipsaient régulièrement, montrant des signes vitaux qui étaient préoccupants mais stables. Très bien, tout le monde, dis-je en me positionnant à la tête de la table. Il s'agit d'une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure chez un homme de 63 ans. Hémorragie significative, vasospasme modéré. Nous allons faire une craniotomie ptérionale, évacuer l'hématome et clipper l'anévrisme. Le temps estimé de la procédure est de 4 à 5 heures. Des questions? Personne ne parla. Bien. Sauvons une vie. Je tendis la main et l'infirmière instrumentiste plaça le scalpel dans ma paume. La chirurgie était complexe et exigeante. Chaque mouvement devait être précis, le cerveau ne tolère aucune erreur. Je travaillais régulièrement, ouvrant le crâne, rétractant les tissus, naviguant à travers l'architecture complexe des vaisseaux sanguins et du tissu neuronal. Le docteur Dupuis anticipait parfaitement mes besoins, me tendant les instruments avant que je ne le demande, aspirant le sang pour garder mon champ de vision clair. 3 heures plus tard, je visualisais enfin l'anévrisme à un ballon de paroi de vaisseau sanguin affaibli, rompu et saignant. Soigneusement, délicatement, je l'isolais du tissu environnant. Clip, dis-je. L'infirmière instrumentiste plaça le clip anévrismal en titane dans ma main. C'était le moment critique. Je devais positionner le clip en travers du collet de l'anévrisme, coupant le flux sanguin sans endommager l'un des douzaines de vaisseaux critiques l'entourant. Je plaçais le clip, vérifiais la position, ajustais légèrement, vérifiais à nouveau. Le clip est sécurisé, annonçai-je. Le flux sanguin vers l'anévrisme est arrêté. Docteur Ford, relevé neurologique? Tout est normal, chef. Pas de changement dans l'activité cérébrale. Excellent. Évacuons l'hématome restant et refermons. Encore 90 minutes de travail méticuleux. Finalement, je reculai de la table. C'est tout, dis-je. Refermez-le, amenez-le en neurologie et surveillez-le continuellement pour les prochaines 48 heures. Je veux des mises à jour toutes les 2 heures. Oui, chef, dit le docteur Dupuis. Travail brillant comme toujours. J'enlevai mes gants et ma blouse, soudainement consciente de mon épuisement. 5h30 de chirurgie, le bilan émotionnel de l'urgence, et avant cela, 3 heures de condescendance de ma famille. Je sortis du bloc opératoire et trouvai le directeur Legrand attendant avec un homme en costume coûteux qui ne pouvait être qu'un haut fonctionnaire du gouvernement. Docteur Lin, dit Legrand. Voici le secrétaire général adjoint Martin. Monsieur Martin, dis-je en lui serrant la main. Votre collègue a traversé la chirurgie avec succès. Nous en saurons plus dans les prochaines 48 heures, mais je suis prudemment optimiste. Docteur Lin, le président voulait que je vous remercie personnellement, dit Martin. Je fais juste mon travail, monsieur. La nation a de la chance d'avoir des chirurgiens de votre calibre, continua-t-il. Votre dossier parle de lui-même. Chef de la neurochirurgie à 31 ans, la plus jeune de l'histoire de l'hôpital, plus de 300 chirurgies cérébrales réussies, des recherches publiées dans cette revue médicale majeure.
Le président vous a spécifiquement demandé lorsque nous avons appris la rupture d'anévrisme. J'hochai la tête avec fatigue. J'apprécie cela. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller voir mon patient. Il était près de 3 heures du matin quand je quittai enfin l'hôpital. Le secrétaire général était stable, montrant des signes neurologiques positifs. Sauf complication, il se rétablirait complètement. Je conduisis jusqu'à mon appartement, trop épuisé pour ressentir quoi que ce soit d'autre que la lassitude profonde qui vient après une chirurgie à haut risque. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer par intermittence toute la nuit. Des textos et des appels de ma famille que j'avais ignorés. J'étais sur le point de le mettre complètement sous silence quand je vis le numéro. Le téléphone portable de papa, et puis celui de maman, et puis celui de Thomas, et puis celui de tante Sophie. 43 appels manqués. 67 messages textes. Curieuse malgré moi, j'ouvris les messages. Émilie, appelle-moi immédiatement. Pourquoi les informations disent-elles que le docteur Émilie Lin, chef de la neurochirurgie, a sauvé un fonctionnaire du gouvernement? Ça ne peut pas être toi. Thomas. Yo, c'est quoi ce bordel? Ton nom est partout aux informations. Julie. Oh mon Dieu. Émilie, est-ce vraiment toi? France Info t'appelle l'un des meilleurs chirurgiens du cerveau du pays. Tante Sophie. Émilie, chérie, je pense qu'il y a eu une erreur. Les informations disent que tu es docteur. Papa. Émilie, appelle ta mère. Non. Je fis défiler les messages avec un sentiment grandissant d'irréalité. J'allumai ma télévision et c'était là mon visage sur France Info, une photographie de la conférence de l'Académie nationale de chirurgie de l'année dernière. Le docteur Émilie Lin, chef de la neurochirurgie à l'hôpital Saint-Antoine, a effectué avec succès une chirurgie d'urgence sur un haut fonctionnaire du gouvernement ce soir. Le docteur Lin, âgé de seulement 31 ans, est considéré comme l'un des principaux neurochirurgiens de la nation, spécialisé dans les procédures cérébrovasculaires. Elle a obtenu son diplôme de médecine à l'université Paris-Cité, a fait sa résidence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et une formation spécialisée en neurochirurgie à l'Institut Pasteur. J'éteignis la télévision. Mon téléphone sonna. Je répondis. Émilie. Sa voix était étrange, tremblante, confuse, rien à voir avec sa confiance habituelle. Émilie, les informations disent que tu es chirurgien du cerveau. Que tu es le chef de la chirurgie à l'hôpital. Neurochirurgie, corrigez-je. Et oui, je le suis. Silence. Mais tu as dit que tu travaillais à l'hôpital. Je travaille bien à l'hôpital. Tu nous as laissé penser que tu étais réceptionniste. Non, dis-je doucement. Vous avez dit à tout le monde que j'étais réceptionniste. J'ai juste arrêté de vous corriger. Pourquoi ferais-tu cela, Émilie? Cela n'a aucun sens. Si tu es chirurgien, si tu es le chef de la chirurgie et neurochirurgie, pourquoi ne nous le dirais-tu pas? Je m'assis sur mon canapé, fixant la fenêtre sombre. Te souviens-tu il y a 6 ans quand je t'ai dit que j'avais été nommé chef de la neurochirurgie? Silence à l'autre bout du fil. J'avais 25 ans, la plus jeune chef de département de l'histoire de l'hôpital. Je venais de publier des recherches qui révolutionnaient la façon dont nous traitons les anévrismes. J'étais si fier, si excité de te le dire. Je ne me souviens pas. Tu as dit que c'était un titre fantaisiste pour un docteur ordinaire. Que l'affaire immobilière de Thomas cette semaine-là était plus impressionnante. Que je devrais me concentrer sur la recherche d'un mari au lieu de courir après l'avancement professionnel. J'entendis sa brusque inspiration. Après cela, continuai-je, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Chaque fois que je mentionnais une chirurgie, tu changeais de sujet. Chaque fois que je parlais de mes recherches, tu faisais un commentaire sur la façon dont je perdais mon temps. Donc, finalement, je vous ai juste laissé croire ce que vous vouliez. C'était plus facile. Émilie, nous ne voulions pas dire. Tu as demandé combien gagnent les réceptionnistes d'hôpital. Je gagne 430 000 € par an plus des allocations de recherche. Je possède un appartement en centre-ville. J'ai remboursé mes prêts d'école de médecine il y a 3 ans. J'ai une carrière prospère. Je sauve des vies. Et rien de tout cela ne comptait pour vous parce que cela ne correspondait pas au récit que vous aviez déjà décidé à mon sujet.
Nous sommes ta famille, dit maman, et maintenant sa voix tremblait définitivement. Nous t'aimons. Nous n'avions juste pas compris. Vous ne vouliez pas comprendre, corrigez-je doucement. Vous vouliez que je sois déçu et en difficulté pour que Thomas puisse être celui qui réussit. Vous aviez besoin que je sois l'échec de la famille. Ce n'est pas Émilie, ce n'est pas juste. Peut-être pas, convins-je. Mais c'est vrai. Et je suis trop fatigué pour me disputer à ce sujet maintenant. Je viens de passer 5h30 à effectuer une chirurgie du cerveau sur un homme qui serait mort sans mon expertise. Je vais dormir. Nous pourrons parler de cela plus tard. Émilie, attends. Je raccrochai. Mon téléphone commença immédiatement à sonner à nouveau. Je l'éteignis. Le lendemain matin, je me réveillai pour trouver l'immeuble de mon appartement entouré de camionnettes de presse. Apparemment, sauver la vie du secrétaire général lors d'une urgence la veille de Noël avait fait de moi une célébrité mineure. J'ignorais toutes les demandes d'interview, fis du café et me préparais à retourner à l'hôpital pour vérifier mon patient. Le portier de mon immeuble sonna à l'interphone. « Docteur Lin, vous avez des visiteurs dans le hall. Dites à la presse que je ne donne pas d'interview. » « Ce n'est pas la presse, madame. » « Eh bien, c'est pas mal de monde. Ils disent qu'ils sont votre famille. » Je fermai les yeux. Bien sûr qu'ils l'étaient. « Faites-les monter. » 5 minutes plus tard, toute ma famille s'entassait dans mon salon. Maman, papa, Thomas et sa femme, Julie, Marc, tante Sophie, oncle Pierre et au moins une douzaine de cousins à qui j'avais à peine parlé depuis des années. Ils se tenaient maladroitement dans mon entrée, observant mon appartement, les meubles modernes, les œuvres d'art originales, le mur de manuels médicaux et de revues, les mentions élogieuses encadrées de l'Académie nationale de chirurgie, de l'Université Paris-Cité et de la Pitié-Salpêtrière. « Émilie, commença maman. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, l'interrompis-je, je veux mettre quelque chose au clair. Je ne vous ai pas parlé de ma carrière parce que vous avez rendu évident le fait que vous ne vouliez pas en entendre parler. Chaque fois que j'ai essayé, vous l'avez rejeté. Donc, j'ai arrêté d'essayer. Nous ne savions pas, dit faiblement Julie. Vous n'avez pas demandé, répliquai-je. Pendant 6 ans, aucun de vous n'a demandé ce que je faisais réellement à l'hôpital. Vous avez juste supposé. Thomas passa une main dans ses cheveux. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Les choses que j'ai dites hier soir étaient méchantes, mais honnêtes, finis-je. Vous avez tous cru que j'étais un échec parce que c'était plus facile que de reconnaître mon succès. Nous sommes fiers de toi, dit papa d'une voix bourrue. L'êtes-vous, demandai-je. Parce qu'hier, vous aviez honte de moi. Vous avez dit à 70 parents que je gagnais à peine le salaire minimum. Vous avez dit que mon éducation était gâchée. Vous avez dit que je n'étais pas assez intelligente pour le vrai travail médical. Tante Sophie eut la grâce d'avoir l'air honteuse. Émilie, chérie, nous n'avions pas compris. Vous n'avez pas essayé de comprendre, dis-je. Et c'est là le problème. Maman s'avança. Émilie, tu as raison. Nous sommes désolés. Nous aurions dû t'écouter. Nous aurions dû demander. Nous aurions dû. Elle s'arrêta, et je vis des larmes dans ses yeux. Nous aurions dû être de meilleurs parents. La pièce tomba dans le silence. Je n'ai pas besoin que vous soyez fiers de moi maintenant que vous connaissez la vérité, dis-je doucement. J'avais besoin que vous soyez fiers de moi quand vous pensiez que j'étais réceptionniste. J'avais besoin que vous me respectiez quel que soit mon titre de poste. Mais vous ne pouviez pas faire cela. Nous pouvons faire mieux, dit papa. Si tu nous donnes une chance. Je les regardais tous, ma famille compliquée, difficile, pleine de jugement. Les mêmes personnes qui m'avaient rejeté et rabaissé se tenaient maintenant dans mon salon, l'air véritablement plein de remords. Je dois aller à l'hôpital, dis-je finalement. J'ai un patient en neurologie qui a besoin de surveillance, mais je suis prête à avoir une vraie conversation éventuellement quand nous pourrons tous être honnêtes les uns avec les autres. Maman hocha la tête, essuyant ses yeux. Encore une chose, ajoutai-je en ouvrant ma porte. La prochaine fois que quelqu'un vous dit ce qu'il fait dans la vie, croyez-le et respectez-le, peu importe si cela vous impressionne ou non. Ils sortirent lentement, chacun s'arrêtant pour s'excuser ou dire quelque chose de conciliant. Thomas me serra dans ses bras. Julie demanda si nous pouvions prendre un café un jour.
Tante Sophie promit de faire mieux. Quand ils furent partis, je m'assis sur mon canapé et sentis le poids de 6 années de silence se lever légèrement de mes épaules. Mon téléphone vibra. Rallumé maintenant, inondé de messages. Mais un sortait du lot. Docteur Dupuis. Dupuis, chef, le patient est réveillé et réagit bien. Fonction neurologique complète intacte. Vous l'avez fait. Je souris et répondis par texto. Nous l'avons fait. Effort d'équipe. Puis-je attraper mes clés et me diriger vers l'hôpital. J'avais un patient à voir, des visites à effectuer et un département à gérer. Être chef de la neurochirurgie ne s'arrêtait pas pour les drames familiaux ou l'attention médiatique. Mais peut-être, juste peut-être, le prochain rassemblement familial serait différent. Peut-être qu'il poserait des questions sur mon travail, mes recherches, mes chirurgies. Peut-être qu'ils écouteraient quand je parlerais des complexités du cerveau humain et du privilège de le guérir. Ou peut-être qu'ils ne le feraient pas. Peut-être que certaines choses ne changent jamais. Mais c'était bon, parce que je n'étais pas devenu neurochirurgien pour l'approbation de ma famille. Je suis devenu neurochirurgien parce que j'aimais le travail, le défi, la profonde responsabilité de tenir le cerveau de quelqu'un, son être entier dans mes mains et de le rendre entier à nouveau. Et c'était suffisant. 6 mois plus tard, je me tenais au podium de la réunion annuelle de la famille Lin, invité pour la toute première fois à donner un discours sur ma carrière. Maman m'introduisit comme « notre fille », le docteur Émilie Lin, chef de la neurochirurgie à l'hôpital Saint-Antoine. Je parlais du cerveau, du travail délicat de la chirurgie, des patients dont j'avais sauvé la vie et de ceux que je ne pouvais pas sauver. Je parlais des années de formation, des nuits sans sommeil, de l'apprentissage constant requis pour rester au sommet de mon domaine. Et pour la première fois, ma famille écouta. Après mon discours, ma plus jeune cousine, âgée de 8 ans, vint vers moi avec de grands yeux. « Tante Émilie, est-ce que je peux être chirurgien du cerveau comme toi ?» Je m'agenouillai à son niveau. « Tu peux être tout ce que tu veux être. Et quand tu y arriveras, ne laisse personne te faire sentir petite. Pas même la famille. » Elle hocha la tête sérieusement. « Je ne le ferai pas. » Je levai les yeux et croisai le regard de maman à travers la pièce. Elle me sourit, un vrai sourire, pas celui tranchant et de façade d'avant. Ce n'était pas parfait. Nous avions encore du travail à faire, des conversations à avoir, de vieilles blessures à guérir. Mais c'était un début, et parfois un début suffit.